Walnut Grave. Écrit et lu par Romain Patureau. Le rouge et le vert. Si l'on omettait sa longue période sous la domination du syndicat, ainsi que la bataille mémorable qui avait eu lieu récemment, Walnut Grave était une cité américaine dont l'histoire fut aussi tumultueuse que les autres grandes villes du pays. Elle servit de relais aux troupes britanniques lors de la guerre de la conquête, puis elle devint un lieu de refuge pour les impétueux patriotes de la guerre d'indépendance. S'ensuivit son dépeuplement suite aux assauts répétés des migrants Creeks lors des grandes déportations amérindiennes, et l'épidémie de 1847 suffit à faucher les colons de la première réinsertion. En pleine crise suite à son intervention au Mexique, le gouvernement fédéral avait préféré ignorer les appels au secours de sa propre population. La ville fantôme disparut par la suite pendant des décennies, si bien qu'en 30 ans, le nom de Walnut Grave ne fut évoqué qu'une seule fois pendant la guerre de sécession. Quelques témoignages vagues et confus firent état, en 1863, d'un affrontement entre une troupe perdue de soldats confédérés qui se retranchèrent dans la ville avant d'être délogés par des résistants unionistes. Seules les dizaines de cadavres retrouvés plus tard au milieu des rues apportèrent un semblant de véracité à cette légende. La seconde réinsertion, de 1877, marqua la renaissance de la ville, qui redevint un point de relais majeur du Tennessee, son essor permettant de reconstruire la voie ferroviaire qui avait été délaissée. En grandissant, Walnut Grave sut s'accaparer les bienfaits du monde moderne, avec une ligne téléphonique, la rattachant à tout l'État, une usine de chemin de fer, des domaines agricoles et des garages où diligences et chariots côtoyaient voitures et camions. Au milieu de ce remue-ménage industriel, les établissements de services se multiplièrent, en particulier les comptoirs et les tripots où les voyageurs de passage pouvaient se détendre et vider leurs poches. De tous ces lieux de repos et d'ivresse, le Hello Wolf était l'établissement le plus réputé. Faisant face à l'ancienne bâtisse qui servait de quartier général au syndicat du crime, cette immense brasserie marquait la première étape des vagabonds et des gens de passage avant de se jeter dans les forêts sombres des Appalaches. Par sa proximité avec le repère des criminels de Walnut Grave, le Hello Wolf avait lui aussi subi l'occupation de la pègre, qui avait maintes fois réquisitionné ses réserves pour le compte de la protection qu'apportaient les sbires de Joe Siegel. Mais après les événements violents de Noël 1912, les habitants étaient rassurés de pouvoir profiter pleinement des mets rapides à servir et des boissons fraîches que ce grand saloon avait à proposer. En ce glacial mois de janvier 1913, le Hello Wolf était submergé de clients en quête de chaleur du matin au soir. Le whisky coulait à flot sur le comptoir pour les honnêtes travailleurs de Walnut Grave et les voyageurs harassés par le rude hiver des montagnes bleues. Dans une atmosphère renfermée où s'affrontaient les vapeurs d'alcool, la sueur humaine et la fumée des cigares, les hommes se plaisaient à échanger les ragots du quotidien et s'affronter par la force des cartes et des jeux de hasard. Appuyé contre le bar, une main sur sa chope et l'autre sur sa cigarette, le très récemment élu shérif Martin Bester s'affairait à faire la conversation avec le colossal Jerry Schuster, dont la réputation de buveur invétéré avait été maintes fois reconnue lors de ses années de service dans l'armée. Si le destin avait réuni ces deux hommes, leur goût commun pour la violence les avait rapidement rapprochés, davantage que la soif de justice qui avait animé les autres membres des Minutemen. Avant la libération, Martin faisait partie de la communauté très réduite des policiers encore intègres de Walnut Grave. Trop fier pour accepter une aide quelconque, il avait passé ses années de service à résoudre de petits délits sans importance et à arrêter des criminels non affiliés au syndicat. Son allégeance à la cause des Minutemen se devait à l'intervention du commissaire Johnson, qui avait voulu, selon les dires de Robin Finger, le préserver de la corruption latente autour de lui.
Mais dans son esprit, Martin y avait surtout vu une occasion de se mettre en avant et de se laisser aller aux pulsions de sa colère refoulée. Face à lui, vidant godet après godet, Jerry Shuster était au contraire un être qui avait déjà expulsé toute sa haine au cours des conflits qui avaient marqué les États-Unis dans ce nouveau siècle. Vétéran de plusieurs guerres indiennes, il avait marché en première ligne contre l'armée espagnole à San Juan, où il s'était lié d'amitié avec un lieutenant de cavalerie qui, quelques années plus tard, partirait à la conquête de la Maison Blanche. Fort de cette relation, Jerry fut rapidement propulsé comme un symbole de la politique d'expansion territoriale du pays, allant de ville en ville promouvoir les actions du gouvernement. Lassé, après plus d'une décennie passée à enchaîner les spectacles vantant la beauté des guerres américaines, Jerry finit par abandonner sa carrière de vedette pour s'en retourner dans sa Virginie natale. Il ne lui fallut que le temps d'une escale de son train à Walnut Grave pour se faire enrôler par Robin Finger et son ami, le Cavalier Noir, dans leur petit club de vengeurs. Et tout comme le petit shérif au costume vert qu'il avait invité, ce grand héros, à la veste rouge, avait su profiter du chaos de la libération pour étancher sa soif de violence. Alors, Jerry, que penses-tu de cette bibine ? Honnêtement, j'ai connu plus agressif. Mais un peu de douceur, ça fait du bien parfois. Bester pouffa de rire avant d'avaler une rasade de sa chope. Tous deux sentaient les dizaines de pères d'yeux admiratifs qui les épiaient, ainsi que les regards plus sévères qui tâchaient de se faire discrets dans le saloon. C'est vrai que pour un grand baroudeur comme toi, ça doit avoir un sale goût de piscette pour poivreau. Mais dans le coin, c'est la meilleure qualité que tu pourras trouver. Si ça peut te rassurer, Teddy buvait bien pire. Oh, excuse-moi, monsieur le meilleur ami de l'ex-président. C'est vrai que tu l'as accompagné dans toutes ses campagnes. Pas trop déçu de vous être fait lourder par une chochotte de démocrate l'année dernière ? C'est surtout aux républicains que tu devrais dire ça. Moi, c'est la paye qui m'a motivé. Martin recommença à glousser. Son haleine, empestant le tabac, irrita les narines de Shuster, qui peinait déjà à lutter contre l'air ambiant. Tout en sirotant leur verre, les deux compagnons d'armes poursuivirent leur conversation dont les grands thèmes s'étendirent de la vie privée des politiciens américains jusqu'aux exploits des deux protagonistes lors de la bataille de décembre. Lentement, la discussion glissa alors vers le devenir de Walnut Grave, et par extension, vers leur propre avenir. Tu sais si Kane compte se déplacer demain pour le procès ? Ça serait plutôt flagrant s'il ne venait pas. Il y aura tout le gratin de la ville, et les journaleux du comté, et nous en plus. Kenny sera forcé de ramener sa carcasse, c'est le grand patron des chemins de fer. De toute façon, aucun de ces crétins du syndicat n'a été capable de le reconnaître dans la bagarre. Alors il n'y a aucun risque qu'il soit découvert demain. Les deux hommes tournèrent la tête. Accoudés au comptoir, faisant face au miroir du bar, ils s'observèrent l'un l'autre tout en parlant. Et c'est Robin qui va parler. Charlène aussi devra sûrement s'expliquer. Une femme avec un flingue, ça entraîne toujours des complications. Ah, t'inquiète pas pour elle. C'est fini l'époque où ils arrosaient les jurés avec des bifetons. Ils ont même fait venir un juge du fin fond de la Caroline du Nord pour gérer la séance. Ouais, mais s'il venait à parler de son passé ? Oh, dans ce cas, ils passeront pour plus bêtes qu'ils ne le sont déjà. Les galères de Charlène datent de plusieurs années. Et c'était dans un coin paumé du Montana. Pas de quoi trembler. Mais tu sais, c'est moi qui l'ai recrutée, Charlène, hein ? Ici, dans ce bar. Elle était assise au comptoir, là où tu te tiens avec tes 3 tonnes de muscles. Je sais, tu nous l'as déjà raconté ton histoire. Tu lui as joué ton petit numéro, elle a tracé jusqu'à chez Kane, elle a signé le pacte. Martin se redressa en bombant fièrement le torse, faisant briller l'étoile de la loi qui y était épinglée. Exactement. Quand il faut parler à ces dames, laissez-moi faire. En 2 minutes, elles sont prêtes à toutes les folies. Et le fait qu'elle t'ait sauvé la peau ce jour-là, d'un malfrat ivrogne qui a manqué de te tirer une balle dans le dos, ça fait partie de ta méthode aussi ? Le visage de Martin devint blême. Merde.
Elle t'en a parlé? Oh que oui. Elle m'a aussi dit qu'elle nous avait rejoints, uniquement à cause de cet abruti qui l'avait emmerdé. Soi-disant qu'elle aurait été plus à sa place à l'horizontale sur le comptoir. Les deux hommes échangèrent un long regard muet, l'un plus sévère que l'autre. Pendant ce temps, les autres âmes du Hill Wolf continuaient de ripailler en jetant toujours de temps en temps un coup d'œil rapide en direction des 2 Minutemen. Lentement, Jerry se dérida et commença à s'esclaffer. Et aussitôt, Martin le rejoignit en tapant la lourde épaule de l'ancien soldat. Soudainement, au milieu des rires et des voix fortes qui luttaient dans la salle, un cri menaçant provoqua un mutisme général dans le saloon. « Martin Bester, je sais que c'est toi. Je t'ai reconnu avec tes saloperies de fringues verdâtres. Retourne-toi, raclure !» Le justicier au costume vert fit volte-face. Oubliant la foule de fêtards qui l'entouraient, ses yeux se focalisèrent sur son mystérieux interlocuteur. Un petit homme rouge de colère, aux habits de fermier, avec les mains accrochées à sa ceinture. Tâchant de dissimuler son incompréhension, Martin écarta les bras, en signe d'amitié. « C'est bien moi. Bravo mon gars. Tu es doué. Tu veux un autographe? » Non, c'est ta peau que je veux. T'es sûr que tu veux pas plutôt celle de mon camarade Jerry ici présent? C'est un bien plus gros morceau, tu pourras t'empiffrer pendant des semaines. Hector Jones, ça te parle? Martin attendit quelques secondes avant de répondre, laissant la foule retenir son souffle. J'ai connu un Hector, c'est un copain d'école. Je doute que ça soit de lui que tu parles. Je te parle de mon frère, salopard. Hector Jones, il fait partie des types que t'as tabassé le mois dernier. Tu te rappelles pas? Tu lui as explosé les dents avec ta putain de chevalière. Des exclamations horrifiées s'échappèrent de la foule. Bester baissa son regard vers sa main droite et contempla le gros anneau en argent qui encerclait son majeur et sur lequel étaient gravées les lettres W et G entrelacées. Oui, cette bague-là. T'as tellement mené sa face qu'il a ces putains de lettres tatouées sur le visage maintenant. Une nouvelle fois, les curieux alentours exprimèrent leur stupeur par diverses onomatopées et de nombreux chuchotements. Les regards passionnés devinrent épouvantés. Mais Martin ne se laissa pas défaillir face au jugement de la plèbe et repartit aussitôt à l'assaut. Pour ma défense, ton frère n'était pas quelqu'un de très sympathique. Oui, en effet, je lui ai déboîté la mâchoire, mais c'est lui qui l'a cherché. Si je me souviens bien, il a voulu utiliser une gamine de 10 ans comme bouclier et menacer de lui trancher la gorge avec un couteau. Pas de bol pour lui, j'étais derrière à ce moment-là. Et après l'avoir désarmé et avoir sauvé cette gamine, je me suis permis de lui filer une bonne correction. Dès qu'il eut fini son monologue, un tonnerre d'applaudissements envahit la salle. Martin entendit la foule scander son nom, et tout revigoré par le soutien du collectif, il toisa du regard son adversaire, dont les yeux étaient injectés de sang. « Sors de ce bar si t'es un homme !» Les acclamations se turent, et le silence s'immisça dans la salle. Martin imita son ami Jerry et reprit un air stoïque. Lentement, il se retourna vers le comptoir, offrant son dos au fermier dont les narines soufflaient comme celles d'un taureau enragé. La main, avec sa chevalière, descendit discrètement vers sa cuisse. Mais il fut aussitôt stoppé par Jerry. N'oublie pas, pas de mort. C'est la première règle du pacte. J'ai jamais dit que j'allais le refroidir. Martin avait un regard noir. Face à lui, le barman affichait une mine mêlant horreur et dépit. Des gouttes de sueur descendaient le long de son front. S'il vous plaît, shérif, me cassez pas la glace. C'est la première fois en 20 ans que j'en ai une qui a duré plus d'un mois. Bester agréa d'un léger hochement de tête. Promis, pas la glace. Toute l'assemblée retenait son souffle. Même le jeune fermier restait interdit, à 2 doigts de dégainer son pistolet. Martin empoigna d'un coup sec sa chope, posée sur le bar, et, en un éclair, se retourna pour la lancer à travers la salle. Par réflexe,
son adversaire mit son arme en joue, mais n'eut pas le temps de tirer. Le projectile improvisé s'était déjà brisé sur son visage tempétueux. Alors que la foule resta abasourdie, le shérif Bester raccommoda son costume vert, essuya les quelques gouttes de bière qui avaient giclé sur son étoile et se rapprocha du barman. T'avais rien dit pour le verre? Martin déposa un billet sur le comptoir, puis avança victorieux vers son ennemi, gémissant au sol. Le malheureux essayait de contenir les plaies qui s'étaient ouvertes sur son front, ses joues et ses lèvres. Martin l'empoigna et le fit marcher de force jusqu'à la sortie du saloon. Tournant une dernière fois la tête vers Jerry avant de sortir, il présenta encore une fois son sourire narquois à tous les regards muets qui le dévisageaient. Allez, c'est bon, la fête est finie, reprenez vos discussions. Mais la prochaine fois qu'un gars me menace avec un revolver, j'espère que vous serez un peu plus prompt à réagir. Et patron, j'offre ma tournée. Ainsi, le shérif Martin Bester emporta son prisonnier dans le froid jusqu'au commissariat, tandis que derrière lui résonnaient les cris de joie et les ovations des chaleureux habitants de Walnut Grave qui vidèrent les fûts en l'honneur de leur sauveur. Jerry se vit alors emporté par les curieux, reconnaissants, qui le harcelèrent de questions sur son passé de héros militaire. Et tout en se remémorant sa carrière d'homme de spectacle, il narra avec enthousiasme et pour la première fois, gratuitement, ses aventures à la foule du Hill Wolf.